SGI Média et les consultants, c'est le rendez-vous phare pour éclairer votre lecture de l'info. La tribune de l'actualité plus, du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. Mesdames et messieurs, bonjour, très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de votre émission préférée, la tribune de l'actualité plus, l'émission qui analyse, commente et décrypte pour vous l'actualité en Guinée, en Afrique et partout dans le monde. Nous sommes vendredi 8 septembre 2017. Le chronogramme de la session extraordinaire du Parlement a été voté hier sur fond de polémique entre les trois groupes parlementaires qui composent l'Assemblée nationale quand les députés de RPG Arc-en-Ciel votaient oui, ceux des libéraux démocrates rejetés à travers un non, tandis que l'Alliance des républicains a tout simplement préféré s'abstenir. Tout à l'heure, nous allons appeler en direct dans cette émission Michel Kamano, qui est membre du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel, Christian Sinata Touré de l'Alliance des républicaines, puisque Dr Fodéoussou Fofana n'a pas voulu décrocher son téléphone, ce n'est que partie remise, donc les deux vont être en direct donc dans cette émission pour que chacun puisse donner son point de vue. Un invité dans ce studio, sur ce plateau, Mami Djabi, il est le directeur général adjoint de la SOGEB. La SOGEB, c'est la société de gestion et d'exploitation du backbone national. Avec lui, nous allons revenir sur l'évolution des travaux d'installation de la fibre optique, les enjeux pour un pays comme le nôtre et également les perspectives. Monsieur Djabi, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Monsieur Condé. Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Aboubacar Kandé, bonjour à notre invité, à nos auditeurs et téléspectateurs. Kandé Oumar Kamara Kamde Al-Bouhari Sanko assure la mise en onde de côté radio. Sekou Touré Kadia Touré assure la réalisation côté TATVC. Micro-présentation Aboubacar Kandé, il est déjà en ligne. Michel Kamano par rapport au vote hier de l'agenda ou le chronogramme lié à la session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Michel Kamano, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Allez-y, Daouda Mohamed Kamara. Certes, le chronogramme il a été adopté à majorité hier, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que le groupe les libéraux démocrates s'oppose et l'Alliance républicaine s'abstienne du vote? Bien, je ne comprends pas demander à ceux qui ont refusé de le voter les raisons pour lesquelles ils n'ont pas voté ce chronogramme. Ce n'est qu'un programme de travail. D'accord. Ce n'est qu'un programme de travail et la session, rappelez-vous, elle a commencé depuis le 28 août. Nous ne faisons qu'adapter, qu'actualiser le chronogramme. Nous avions programmé d'avoir un débat d'orientation budgétaire aujourd'hui, vendredi et demain, samedi. Mais le débat d'orientation budgétaire n'ayant pas lieu à la demande même de ces libéraux démocrates, et nous-mêmes nous étions rendus compte que les rapports qui devaient alimenter ce débat d'orientation budgétaire ne sont pas prêts, puisque beaucoup doivent avoir l'aval de nos principaux partenaires de Bretton Woods, que sont le Fonds et la Banque mondiale, sans oublier l'Union européenne et autres partenaires. Nous avons décalé. Et ayant décalé le débat d'orientation budgétaire, nous avions au calendrier 2 jours. 2 jours que nous avons mis à profit pour examiner des dossiers qui nous ont été envoyés en procédure d'urgence par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et légalement, quand le Président de la République demande au Parlement d'examiner un dossier en procédure d'urgence, il n'y a aucun député pour refuser de le faire, sinon il s'inscrit dans l'illégalité. Et quel dossier nous avons? Ce sont des dons. Un don de la Banque mondiale pour continuer un projet d'appui à l'amélioration de la gouvernance économique, amélioration que nous appelons tous, en particulier que l'opposition appelle. Un don pour cela, je ne vois pas comment on pourrait refuser de le mettre dans un chronogramme. Ils ont dit qu'ils acceptaient ce don.
Le deuxième don, c'est pour continuer le financement du projet urbain d'adduction d'eau. Ils ont dit qu'ils sont d'accord. Un troisième financement important, c'est pour le complément de la route Gekedou-Konimbado. Ils disent qu'ils sont d'accord. Il y a deux avenants à deux conventions. La convention Yang que nous avons adoptée, approuvée tous. La convention CBK que nous avons adoptée, approuvée tous. Il s'agit simplement d'un amendement. Un amendement qui dit essentiellement deux choses. Un, avant, la Guinée ne participait pas au capital. Désormais, la Guinée va participer au capital. Deux, la Guinée n'avait pas d'impôts et de taxes, les gens étaient exonérés. Désormais, on va négocier qu'ils payent des impôts et des taxes. Le troisième élément qu'ils ont mis en avant, c'est que dans les avenants, il est dit qu'on reconduira pour que le partenaire puisse amortir ses investissements. La durée de la convention actuelle est de 25 ans. Elle va finir bientôt dans 8 ans. Dans le projet, il est demandé qu'on reconduise après les 25 ans, qu'on reconduise encore pour 25 autres années. Alors ils ont crié au scandale pour dire ça fait 50 ans, alors que la disposition de la convention, si l'on lit de bonne foi, la disposition de la convention dit que la convention est révisable 1 an avant la fin du terme. Donc dans 7 ans, on doit nous asseoir avec le partenaire pour leur dire oui, nous sommes d'accord pour investir les importants investissements que vous faites, de vous accorder encore 25 autres années, mais 25 autres années aux conditions actuelles, en tenant compte des réalités économiques, sociales, politiques, et en tenant même compte de l'avancée de la technologie dans le cadre du traitement même du produit. Tout cela est négociable. Et aujourd'hui, on crie au scandale pour dire non, on va donner encore 25 autres années, comme si nous n'étions pas là pour défendre les intérêts de la République. Ou comme si d'autres aimaient cette Guinée plus que d'autres. Certains aimaient cette Guinée plus que d'autres. Ce sont des arguments. Encore qu'il ne s'agissait que d'un chronogramme. Nous, de la majorité, nous avons dit, écoutez, c'est un programme de travail. Nous avons des questions inscrites à l'ordre du jour. Nous ne débattons pas aujourd'hui de ces questions. Nous débattons d'un calendrier. Si vous avez des observations, quelles que soient les observations, faites les observations lorsqu'on débattra des questions en commission et en intercommission. Et si les observations sont positives pour le pays, pourquoi pas? L'Assemblée est là pour ça. On les intégrera. Mais ils avaient commencé à vouloir faire croire qu'on ne peut même pas inscrire ces questions à l'ordre du jour. Nous leur avons rappelé simplement que c'est le président de la République qui a saisi le Parlement en procédure d'urgence. Le Parlement ne peut pas ne pas examiner ces questions. Alors, comme ils n'ont pas eu raison de cela, en leur rappelant la loi pour laquelle ils sont là, ils ont commencé à parler du contenu. Mais ils ont commencé le travail hier en commission avec le département des mines. Aujourd'hui, ils vont poursuivre, ils viendront en intercommission. S'ils ont des observations constructives, ces observations sont la bienvenue. Nous les intégrerons. Oui. Mais quelque part aussi, quand on écoute, c'est un député des libéraux démocrates qui dit que le chronogramme reçu le matin est signé de la commission finance et celui dans la salle est mentionné la conférence des présidents. Et il estime que cela n'est pas d'une bonne image pour l'institution. Ça, ce sont des détails de procédure. Quand on vous saisit en procédure d'urgence, nous avons rappelé que cette session doit prendre fin le mardi. Nous avons été saisis avant-hier des derniers documents, en particulier des avenants relatifs à ces deux conventions. Nous avons examiné la question avec le secrétariat général du Parlement. Nous avons fait des propositions au niveau de la commission. C'est quand même la commission qui est saisie au fond. On fait des propositions. Puisque la conférence des présidents n'a pas eu lieu, et je l'ai dit dans mon introduction, la conférence des présidents n'ayant pas eu lieu, nous présentons ce document en plénière. Au nom de la conférence des présidents, nous l'avons conçu, nous l'avons examiné ensemble, au sein d'une commission. La commission n'a nullement l'intention de se substituer, ce serait vraiment ignorer le b.a.-ba, n'a nullement l'intention, mais dans la commission, nous avons rappelé simplement que toutes les tendances
sont représentés. Nous avons examiné le projet, nous avons proposé à la plénière d'intégrer ces projets qui nous sont soumis pour un examen en procédure d'urgence. C'est tout ce que nous avons demandé. Alors, ceux qui s'attachent à des procédures, il fallait qu'on ait une conférence des présidents, il fallait qu'on aille en plénière. Pour une session qui finit le mardi, nous sommes vendredi, soyons réalistes, soyons pragmatiques. Si nous voulons parler d'efficacité et d'efficience, nous sommes dans cette logique. Et c'est effectivement à ce niveau, quand on écoute d'autres députés, que pour l'efficacité, l'efficience du travail, il fallait normalement respecter cette procédure. Parce que le temps pour eux, sur les conventions par exemple de Djandian et de Rissal, il se trouve que le temps il est trop peu pour un travail sérieux. Mais il ne faut pas faire d'un poids deux mesures. Nous avons reçu ces documents au même moment. Pourquoi sur le même calendrier, ils acceptent certains dossiers, ils n'acceptent pas d'autres? Peut-être la pertinence à... Alors expliquez qu'ils expliquent. Tous les documents sont pertinents. Tous les documents sont pertinents. Oui, mais il y a des positions... Aujourd'hui, est-ce que ce délai imparti, la session extraordinaire doit prendre fin mardi, vous l'avez dit, est-ce que ce temps imparti, 4-5 jours, peuvent vous permettre d'analyser à fond tous ces dossiers? Écoutez, les députés de bonne foi, pour lire 2 avenants de 6 pages, un député de bonne foi, même s'il a 6 heures, il peut le faire. Surtout que les députés doivent s'entourer des techniciens aussi. Absolument, absolument. Et c'est des conventions. Qu'on ne lise pas aussi en diagonale. Ce sont les 3 points. Sur les 3 points, quiconque a des observations constructives n'a qu'à les apporter et on les intégrera au nom de l'institution et pour le bien de la République. Michel Kamano, membre de la mouvance, vice-président du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel. Merci d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup. Peut-être qu'après la session extraordinaire, on va vous recevoir cette fois-ci dans le studio pour débattre de toutes les questions qui ont été analysées pendant cette session. Nous sommes à votre disposition. Un député de la République est à la disposition de tous les médias. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Passez bonne journée. Excepté Fodéou Fofana, qui ne nous décroche pas. Non, parce que peut-être il se cache derrière quelque chose. Il ne peut pas donner d'arguments qui vous convainquent. C'est bien possible. Voilà, merci beaucoup. Merci. Au revoir. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée. Alors là, l'honorable Fodéou Fofana, si vous suivez cette émission ou si quelqu'un suit cette émission... Aussi, il ne se cache pas derrière. Voilà, il faut faire comprendre à l'honorable Michel Kamano que vous ne vous cachez derrière rien. Vous pouvez réagir pour qu'on puisse avoir votre version des faits. En attendant, la technique va directement appeler pour nous l'honorable Christian Sinata Touré. Il est membre de l'Alliance des Républicaines puisque ce groupe parlementaire n'a voté ni oui ni non. Donc, c'est abstenu. C'est abstenu. Oui. On veut savoir pour quelle raison on va s'employer, mais en attendant, l'honorable Michel Kamano s'attache beaucoup à une expression, la procédure d'urgence. Oui, la procédure d'urgence, mais aussi une autre expression qui ne doit pas passer inaperçue, c'est bien le caractère de bonne foi. Parce qu'il ne suffit pas seulement pour un député de s'abstenir ou de s'opposer à un chronogramme ou à une convention. Il faut bien motiver notre position. Si la position elle est bien motivée, elle est bien expliquée et elle est bien comprise, je crois ça peut amener d'autres également à vous suivre. Mais tout simplement si on s'oppose pour s'opposer, tout simplement parce qu'on ne veut pas et sans aucune motivation, là il y a ce caractère de bonne ou de mauvaise foi qui peut être soulevé à ces niveaux. Mais en attendant d'écouter les autres aussi qui se sont abstenus, peut-être et leur abstention va être bien motivée. On a écouté Michel Kamano qui a aussi motive leur position. Et cette motivation, je crois, elle est bien fondée. Et elle est fondée sur la base, comme il l'a dit, de bonne foi, de vouloir bien faire. Parce qu'il y a aujourd'hui ce problème qui nous assaille dans ce pays. Et il y a un groupe de Guinéens qui s'estiment amoureux du bien-être du Guinéen. Ou patriote plus qu'un autre. Ou patriote plus que l'autre. Et l'autre ne l'attend pas. Donc, il ne peut pas s'entendre sur un certain nombre de points. Mais aujourd'hui, on a reproché beaucoup à nos députés qui font passer les choses parfois comme lettre à la poste. Ça vient comme dans l'entonnoir. Ils sont rares aujourd'hui, il faut le dire, des députés
qui ont à leur service des experts qui ont la possibilité qui peut les aider à mieux cerner le contenu du document. À mieux comprendre le document. L'honorable Christian Sinata Touré est en ligne. Il est membre de il est membre du groupe parlementaire Alliance des Républicaines. Il est en ligne. L'honorable Christian Sinata Touré, bonjour. Bonjour, chéri Hassan. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous n'avez voté ni oui ni non hier. Le chronogramme de la session extraordinaire sur les points qui ont été soumis. Pourquoi? Oui, bon, c'est très simple. Vous savez, nous sommes une institution qui doit voter les lois. Et conséquemment, si nous devons voter les lois, nous devons veiller aussi à leur application à travers le contrôle de l'action gouvernementale, qui fait partie aussi de nos prérogatives. Mais si nous-mêmes, à notre sein, nous avons un règlement intérieur qui fait force de loi, on ne peut pas respecter les principaux articles que nous avons inscrits dedans et pour lesquels nous avons voté librement. Notre groupe Alliance républicaine se trouvait gêné d'adopter un chronogramme et avec la façon dont les choses se déroulent. Qui ne respecte pas le principe du règlement intérieur. Qu'est-ce qui est biaisé à ce niveau concret? Qu'est-ce qui est violé? Voilà. Normalement, pour qu'on vienne en plénière présenter un chronogramme, on devrait, et le bureau devrait se réunir et adopter l'ordre du jour, venir, et puis on convoque la réunion de la conférence des présidents, qui est composée de tous les présidents des commissions de travail de l'Assemblée nationale. Là, il y a un débat de fond. Et puis, à l'issue de ce débat, il y a le projet de chronogramme est adopté. Avec ce projet de chronogramme, on vient avec un plénière, et la plénière l'entérine. Parce que la plénière est l'organe suprême. Elle est souveraine. Voilà, souveraine de l'Assemblée nationale. Mais tout cela n'a pas été respecté. Et hier matin, quand nous-mêmes on était réunis au sein de notre groupe parlementaire, on se posait des questions. Qu'est-ce que nous allons aller discuter? Bon, on arrive. Il y a une refonte totale du chronogramme. Et puis, à l'intérieur, on trouve des trucs comme... Des éléments non annoncés. Voilà, non annoncés. Comme quoi, l'Assemblée a été saisie comment on dit? En procédure d'urgence. En procédure d'urgence, voilà. Donc, ça nous a mis mal à l'aise et on se disait qu'il ne faut pas cautionner des choses comme ça. Est-ce qu'il n'était pas aussi compréhensible ce caractère de procédure d'urgence, qu'on s'adapte à l'urgence afin d'aller plus vite, pour permettre quand même de passer au travail? Bon, parlons d'urgence. Il y a quoi d'urgent sur le projet de Djanjan qui... on va faire un avenant sur un projet qui n'a pas commencé à être exécuté. Hein? On fait un avenant de plus de 25 ans. On inscrit ça à l'ordre du jour. Ensuite, le projet CBK qui est en cours, et on parle de faire un avenant. Alors qu'il y a une session dans un mois. Oui, mais est-ce que le règlement intérieur prévoit une saisine en procédure d'urgence, l'honorable? Oui, non, ça c'est normal, c'est dans les choses, mais c'est le contenu même de ce qui était inscrit dans ce chronogramme. En procédure d'urgence. En procédure d'urgence, qui nous laisse perplexes, qui nous fait dire que, mais qu'est-ce qu'on cache derrière ça? D'accord. On l'amène en procédure d'urgence. Alors, à vous entendre ou à vous comprendre, honorable Christian Sinata Touré, c'est que le principe d'urgence, il est bien admis dans le règlement intérieur, mais dans le cas précis de Djanjan Ruissal, vous trouvez qu'il n'y a aucune urgence ici qui s'impose. Il n'y a pas à se précipiter. Non, vraiment, on ne trouve pas opportun. Parce que, si, vous savez, vous allez prendre 2 jours pour examiner déjà hier, les membres du gouvernement étaient déjà là, à la commission 1000, pour qu'on les pose des questions. Mais qu'on donne le temps aux députés d'approfondir. Nous pouvons aussi mener nos propres enquêtes. Pour poser une bonne question, il faut comprendre le sujet. Exact.
Mais si on vous prend comme ça à la gorge, et vous avalez la pilule, et puis demain, si tu commences à t'endormir, on commence à vous jeter des cailloux, c'est vous qui l'aurez cherché. Mais alors, malgré votre abstention, est-ce que l'agenda a été validé? Bien sûr. Mais la majorité, elle est présidentielle. Alors là, c'est le RPG qui est majoritaire au Parlement. Donc, ils l'ont adopté. Et donc, les autres vont se conformer. Vous, je veux dire. Nous allons nous conformer, mais seulement une chose est claire, c'est que devant l'histoire, nous n'allons pas cautionner des choses comme ça. Vous ne serez pas comptable. Le peuple de Guinée, voilà. Et puisque vous parlez de l'histoire, Michel Kamano, lui, il va loin en parlant même de bonne foi. Des députés. Non, ce n'est pas une question de bonne foi. Ça, non. Non. Ce n'est pas une question de bonne foi. Oui, non. En faisant les procédures et en voulant adopter des choses en procédure d'urgence, allez-y. Voilà. Alors que ça n'en vaut pas la peine. Donc, on se dit, c'est pas une question de bonne foi. Non, il dit que si les députés sont de bonne foi, pour des rajouts, des avenants de 6 pages, un député ne peut pas dire qu'en 6 jours, il ne peut pas... 6 heures. En 6 heures, voilà, il ne peut pas ne pas prendre connaissance de son contenu. Le plan n'est pas là. Le plan, c'est qu'il faut qu'on cherche à comprendre ce qui est derrière, ce qui se cache derrière. C'est important. Nous avons aussi nos sources, nous avons aussi des personnes ressources que nous devons contacter pour comprendre davantage ce qui se passe, ce qu'on veut nous faire voter. Maintenant que le chronogramme est adopté, est-ce que vous allez quand même mener vos propres investigations pour voir ce qu'on veut vous cacher? Bien sûr que nous allons continuer nos investigations pour savoir ça. Mais si lundi, déjà, on doit nous le soumettre, bon, je crois que nous sommes vendredi aujourd'hui. Donc samedi, dimanche, vous allez mettre ces 2 jours à profit. Oui. Donc lundi, comme il y aura la réunion du groupe parlementaire pour des explications de vote, nous donnerons les consignes de vote conséquemment à ce que nous aurons obtenu. Déjà, certains sites estiment que vous êtes même proche de l'UFDG à travers cette position prise. Non, écoutez, nous avons tout le temps dit que nous sommes distants. Quand il y a des propositions, des conventions ou tout ce qui peut aller dans le sens d'améliorer les conditions de vie de nos populations, mais ce n'est pas une question d'être dans l'opposition ou dans la mouvance. Pour l'accepter. Ou bien c'est vous qui êtes stagnant, c'est les autres qui font les va-et-vient. Bon, stagnant, vous savez, dans la vie, de fois, il faut être flexible. Allez-y. Voilà, la rigidité n'est pas tellement de ce monde. Ouais. La rigidité, c'est les machines. C'est vrai. Mais l'homme doit être flexible, doit s'adapter aux circonstances et en fonction de sa compréhension. C'est important. Voilà. L'honorable Christian Sinata Touré, merci à vous aussi d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes membre de l'Alliance des Républicains, le groupe parlementaire de l'Union des forces républicaines à l'Assemblée nationale. Voilà. Daouda Mohamed Kamara, on vient de suivre l'honorable Christian Sinata Touré et il parle de procédures à respecter. Oui, il parle de procédures à respecter, comme l'autre, Michel Kamano. La procédure, je crois, les motivations sont là, mais est-ce que l'urgence qui s'impose, comme le perçoit Michel Kamano ou la mouvance présidentielle, est-ce que l'Alliance républicaine perçoit cette urgence de la même manière? C'est la question qu'on se pose. Mais à écouter Christian Sinata Touré, les perceptions ne sont pas les mêmes. D'un côté, on pense que l'urgence, elle est là aujourd'hui. Il faut coûte que coûte aller avec, parce que il a rappelé d'ailleurs Michel Kamano, il reste encore 8 ans sur cette convention, et
on veut rallonger encore sur d'autres 25 ans. Mais Christian Sinata, par exemple, de ce côté, estime que puisqu'il y a encore du temps qui reste, il n'y a pas à se précipiter pour aller. Mais on attend bien de savoir quelle autre explication on peut nous donner, parce que les investigations vont continuer du côté de l'Alliance républicaine, par exemple, pour savoir qu'est-ce qui se cache derrière. Parce qu'on ne connaît pas la position des libéraux démocrates, Fodé Oussoufou-Fofana qui fait blackout. Et on attend de savoir qu'est-ce qu'on va nous sortir des investigations pour savoir qu'effectivement il y a quelque chose qui se cache derrière cette précipitation. Et là, on sera là également pour commenter, analyser et faire comprendre aux auditeurs et téléspectateurs, est-ce que c'est la mouvance présidentielle qui a un caractère de bonne foi, ou c'est ceux qui s'opposent ou qui s'abstiennent qui sont de bonne foi? De toute façon, l'histoire, peut-être on peut estimer que 25 ans peuvent être de longue durée. C'est beaucoup dans la vie d'une personne, mais pas dans la vie d'une nation. C'est pas possible. Tout à l'heure, nous allons partir avec l'invité ici dans ce studio, sur ce plateau, Mami Diaby, le directeur général adjoint de la SOGEB, la société de gestion et d'exploitation du backbone national. Mais avant, Daouda Amadina, aujourd'hui, c'est compliqué. Les cas de vol deviennent de plus en plus récurrents. Oui, effectivement, Bakar Condé, on s'est intéressé à ce sujet parce que la problématique, elle devient de plus en plus inquiétante. Alors, et c'est là, avec la complicité... sur l'émission, il n'a qu'à prendre ses dispositions. Et c'est là, qu'est-ce qui inquiète davantage? C'est avec la complicité ou, je ne sais pas, l'impuissance des riverains, de ceux qui sont là. Vous pouvez la non-assistance des personnes en danger. C'est comme ça se dit. Vous pouvez aujourd'hui être attaqué à Madina, aussi bien sur le pont que sous le pont. Vous êtes attaqué, vous ne trouverez personne qui vienne vous aider, qui vienne quand même qui vienne vous assister. Il y a la police routière qui est là. Certes, on va dire que la police routière n'est pas aussi formée pour de tels cas, mais lorsqu'on est porteur de tenue, on a aussi cette capacité de dissuasion. Mais si devant nous, sous les yeux des policiers, on peut s'attaquer à votre véhicule, on peut s'attaquer à vos téléphones, à votre sac à main, et la police est là, on ne dit rien. Mais ça nous a amené quand même à avoir encore ce regard sur aujourd'hui l'incapacité du régime à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. En tout cas, l'endroit est baptisé aujourd'hui ni de bandits. Ni de bandits. Et aujourd'hui, quand vous prenez par exemple le côté qu'on appelait avant Kokoboni, à ce niveau, ce sont des multitudes de jeunes qui se retrouvent là, qui sont arrêtés, qui font semblant d'être convoyeurs ou rabatteurs, mais qui ne sont pas des rabatteurs, qui guettent et aussi bien des chauffeurs que d'autres passants qui passent. Sur le pont, vous savez, Mathurin Bangoura s'est levé contre ceux qui sont installés, les étalagistes qui sont là. Mais à ce niveau également, jusqu'à présent, le problème il perdure. Et lorsque vous arrivez par exemple dans votre véhicule, vous êtes assis, et à l'embouteillage, il y a quelqu'un qui vient de votre côté pour vous dire grand, faut faire apnée. Lorsque vous ouvrez la portière pour regarder, vous manquez d'air dans un de vos pneus, vous tournez juste pour voir est-ce que c'est réel. De l'autre côté, il y a un autre groupe qui passe, qui ramasse tout ce que vous avez dans le véhicule. Donc, le cas le plus alarmant, c'est une femme avant-hier qui fait un accident, qui saignait. Pendant ce temps, il y a des jeunes bandits qui étaient là, qui profitaient pour ramasser, qui l'ont dépouillé, qui ont ramassé son sac, ses téléphones dans le véhicule. C'est terrible. Au lieu de venir assister la dame, on ne le fait pas, mais plutôt on s'attaque à ses biens. On aggrave son mal. Aujourd'hui, il faut bien que la police accepte. Le gouverneur de la ville de Conakry, général Mathurin Bangoura, vous êtes interpellé, vous êtes en train d'ériger un grand mur. Si le mur doit bien servir, il faut que l'endroit soit patrouillé, une patrouille diurne et nocturne. Et effectivement, c'est à ce niveau. Aujourd'hui, il faut bien qu'il y ait les policiers, la gendarmerie. Ce n'est pas qu'on ait des policiers ou des gendarmes en tenue, mais s'il y a des indicateurs qui sont là, qui sont présents, qui surveillent les mouvements des gens. Parce que le cas dont je vous parle, à Bakar Condé, s'il y avait vraiment une sécurité, même en civil qui était là, la sécurité pouvait arrêter, même si c'est 2 ou 3
personnes sur place. Mais cela n'a pas été fait parce qu'il n'y en a pas. Et l'insécurité, on l'a vu aujourd'hui au quotidien et partout. Il faut bien que le ministère de la Sécurité se saisisse de ce dossier et veuille vraiment à la sécurité des personnes de la ville de Conakry. Parce qu'il y a 3 points, il y a 3 ou 4 points. Et je le disais tantôt, Coco Bougny sur le pont et aussi sous le pont, mais aussi à la sortie du pont. Lorsque vous venez par exemple de Farmaguinée pour descendre sur l'autoroute, à la sortie également, ce sont les 4 coins qui sont aujourd'hui c'est très facile de circonscrire. C'est très facile de circonscrire. Si la bonne foi est là. Si la bonne foi est là. Un poste de gendarmerie juste oui, la coordination même, la coordination régionale même de l'escadron, c'est juste à côté. Le bureau de colonel Bara Samoura, c'est juste à côté. Donc aujourd'hui, il faut bien que les dispositions soient prises, sinon les citoyens souffrent énormément de ce côté. Les jeunes sont abandonnés là, personne ne cherche à savoir qu'est-ce qu'ils font là, et ils passent la journée à monter, à descendre, à voler, à brigander les citoyens, et il n'y a pas un doigt qui s'élève pour quand même protéger les citoyens. C'est vraiment terrible. À présent, on se tourne vers l'invité ici, dans ce studio, sur ce plateau. Mami Djabi, directeur général adjoint de la SOGEB, la Société de gestion et d'exploitation du backbone national. On va commencer d'abord par évaluer l'évolution des travaux d'installation de la fibre optique. On en est à quel niveau, monsieur Djabi? Bonjour, monsieur Condé, monsieur Camara, bonjour, et bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de TATV et de la radio Chérie FM. Ouais. C'est toujours un plaisir, monsieur Condé, de me retrouver dans votre studio pour parler de cette infrastructure d'utilité publique qui est le déploiement de la fibre optique. Donc il s'agit bien du backbone national. Donc comme vous savez, le backbone, c'est l'anglicisme du mot anglais qui veut dire épine dorsale ou colonne vertébrale des réseaux. Donc en fait, avant même de parler de l'évolution, c'est toujours bien de rappeler ce que c'est qu'un backbone. C'est normal. Vous savez, comme disait monsieur Daouda Kamara, la répétition, c'est la pédagogie. Ouais, voilà. Parce qu'il a un ancien, hein? C'est pour qu'il le dit. Donc voilà. Donc, il se répète beaucoup. Comme vous savez, tous les pays en fait sont confrontés aux mêmes problématiques. Ce qui est la nécessité d'offrir partout. Donc vous savez, ubiquité qui est un facteur de développement, et à tous l'accès à l'internet au débit, n'est-ce pas? Donc le backbone en fait, c'est un mot technique anglais qui veut simplement dire épine dorsale. Donc l'État guinéen veut construire l'autoroute de l'information. Donc là, il faut faire attention quand on parle d'autoroute, parce que moi j'ai été interpellé la dernière fois dans votre studio ici, où on m'a posé la question de quand est-ce qu'on réalisera des autoroutes Conakry, Bamako. Donc nous parlons de l'autoroute de l'information, l'Internet, pour qu'il y ait fluidité du trafic. Donc en termes d'évolution des travaux, les travaux évoluent aujourd'hui dans de très bonnes conditions. Nous sommes satisfaits de l'évolution des travaux, et d'ailleurs nous maintenons notre objectif qui est de terminer les travaux du génie civil d'ici la fin de l'année. Donc vous parlez de façon concrète, axe par axe et tronçon par tronçon. Aujourd'hui, depuis 2016, vous savez, on a fini le tronçon Conakry-Mamou. Nous avons fini le tronçon Mamou-Labé, donc d'Alaba, Pita, Labé. Nous avons fini le tronçon Conakry-Boké, donc Dubreka, Tanene, Bofa, Kolabouni, Tounifili jusqu'à Boké. Nous avons fini le tronçon Mamou-Kankan, Mamou, Timbo, Dabola, Kouroussa jusqu'à Kankan. Nous avons terminé aussi le tronçon Mamou-Farana. Mamou-Farana, comme on appelle sur l'axe... la nationale numéro 1. La nationale numéro 1, exactement. Actuellement, nous sommes à Beila. Kankan Beila est terminé. Nous sommes entre Beila et Zérékoré. Mais vous savez, il est très difficile d'ouvrir des tranchées avec cette saison pluvieuse. Donc ceci a ralenti un petit peu les activités. On ne l'a pas arrêté. C'est-à-dire que si vous faisiez par jour, disons, si je donne un exemple, 10 km, mais avec la pluie, peut-être que vous ne ferez que 3-4 km. D'accord? Donc nous sommes entre Beila et Zérékoré. Ça, il y a une équipe qui est sur ce tronçon-là. Il y a une autre équipe encore qui est sur Zérékoré pour aller vers Gekedou, Massanta, Kissidougou pour aller vers Farana. Et c'est un mouvement. Donc, juste pour vous rappeler un petit peu l'architecture du backbone national, en fait, le backbone national est formé de 2 boucles. La première boucle, c'est Conakry-Mamou,
Mamou, Labé, Labé, Boké, Boké, Conakry. C'est la première boucle. La seconde boucle, c'est Conakry, Mamou, Mamou, Kankan, Kankan, Zérékoré, Zérékoré, Farana, Farana, Mamou, Mamou, Conakry. En plus de ces deux boucles, nous avons les pendulaires parce que nous avons, par exemple, Dabola Dingiraï qui n'est pas sur la nationale. Voilà. Nous avons, comment on appelle, Kankamandiana, exactement, qui est terminé. Kankamandiana est fini. Okay. Nous avons Irikiri pour aller vers Kouré-Malé aussi, à la frontière du Mali, qui est terminé. Nous avons Koya, Forêt-Caria, aussi, par exemple, qui fait partie des pendulaires, qui est terminé aussi. Fria également. Fria c'est terminé aussi. Kamsar est terminé. Et donc, nous sommes actuellement entre Boké, donc Labé, en passant vers Gawal. Nous sommes en train de faire aussi, comment on appelle, Gawal pour aller vers Koundara. Ça, c'est en cours. Et donc, pour vous dire que nous maintenons nos objectifs 2017, qui serait de terminer les travaux de génie civil. Et aussi, ce qui serait intéressant d'ajouter, c'est que, comme vous savez, nous voulons déployer, comme on appelle, nous voulons exploiter cette infrastructure au fil de l'eau. C'est-à-dire que les tronçons qui sont terminés aujourd'hui, nous sommes prêts à les mettre en exploitation. Dès que nous avons le goût du politique pour nous dire en quelque sorte le modèle économique que devrait prendre cette exploitation, donc nous sommes prêts. Et il faut noter que les tronçons qui sont prêts aujourd'hui représentent 90% de la demande capacitaire du pays. Ça voudrait simplement dire que si nous mettons en exploitation les tronçons qui sont terminés aujourd'hui, on aura répondu à 90% de la demande capacitaire du pays. On aura décongestionné nos réseaux à hauteur de 90%. Nous nous plaignons de l'Internet. Oui, parce que pour vous rappeler, moi par exemple, j'étais à Massanta pendant la fête et j'ai fait des reportages pour envoyer des éléments de 2 minutes, d'1 minute 30. C'est impossible. Exactement. Impossible. Exactement. C'est comme si vous êtes sur une autoroute. C'est bouchonné. Ouais. Si embouteillé, ça n'avance pas. C'est vrai qu'on avancera à pas de caméléon. Forcément. N'est-ce pas? Et donc, ce que veut faire l'État guinéen, justement, c'est que, pour moi, c'est comme une autoroute pour les véhicules. C'est-à-dire, s'il y a fluidité du trafic, on file à, comme on appelle, comme tombeau ouvert. Parfois même. Parfois, un tombeau ouvert, malheureusement, n'est-ce pas? Et donc, je comprends, c'est que aujourd'hui, nos réseaux sont congestionnés. Si vous vous rappelez, au départ, les réseaux des opérateurs étaient initialement conçus pour faire que de l'appel voix. Ouais. Vous savez, la voix, c'est de la signalisation. Ça ne demande pas beaucoup de bandes passantes, beaucoup de capacité. Mais les technologies ont évolué. N'est-ce pas? Au fur et à mesure, vous êtes capable de faire du SMS qui vous permet d'envoyer des courts messages sur votre mobile. Après les MMS qui vous permet d'envoyer une photo, par exemple, sur votre mobile. Et après, l'accès à l'Internet. L'Internet, c'est un réseau maillé. Il y a beaucoup de maillage. Donc, c'est un réseau qui demande beaucoup plus de capacité. C'est-à-dire que les opérateurs en Guinée aujourd'hui, aucun opérateur en Guinée n'a un réseau national à fibre optique. À l'exception bien évidemment de quelques faisceaux hertziens ou liaisons hertziennes, mais ce sont des technologies auxquelles vous êtes limité en termes de bande passante, en termes de capacité. Donc l'État guinéen a été avant-gardiste pour dire, écoutez, nous sommes dans un secteur qui est porteur de croissance, c'est un secteur qui tirera d'autres secteurs. Et on parle aujourd'hui de l'économie numérique. Exactement. Et donc ce secteur permettra à d'autres secteurs, comme on appelle, d'être tirés vers le haut. Donc, quand cette infrastructure sera terminée, monsieur Camara, ça vous permettra justement d'avoir une fluidité des données. Mais moi, je vais même au-delà. Je vous donne des idées. Je veux dire, la radio Chérie FM, aujourd'hui, vous n'êtes pas écouté partout en Guinée. C'est dommage. Vous êtes une belle radio qui ne parle pas que de politique, qui parle de développement économique et social, de développement direct. Et donc, via cette infrastructure, elle vous permettra, par exemple, de ne plus déployer des antennes relais dans toutes les préfectures. C'est-à-dire que vous pouvez être à Conakry, avoir une web TV par exemple, ou une radio sur Internet, peut-être que vous l'avez déjà, mais elle n'est pas vulgarisée. Pourquoi? Parce que l'Internet n'est pas vulgarisé au fin fond du terroir. Donc ce que nous voulons, c'est que partout où nous serons sur le territoire national, qu'on ait accès à l'Internet de façon simple et à très bas coût. Donc cette infrastructure permettra aux Guinéens non seulement de résorber la fracture numérique, de réduire un maximum leur coût de télécommunication, mais aussi d'avoir accès à l'Internet haut débit. D'accord. Alors, l'installation, vous l'avez dit, vous êtes entre aujourd'hui Zérékoré pour remonter.
Mais vous l'avez annoncé dans ce studio une fois, parce qu'il y a le travail souterrain, il y a aussi le travail via les poteaux électriques, les pylônes. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que vous avez trouvé qu'il est mieux d'aller de façon souterraine ou d'aller avec les pylônes? C'est selon le choix des endroits. Exactement, c'est ça en fait. C'est selon le choix comment on appelle, des endroits. C'est-à-dire, ce qu'il faut retenir, c'est que dans ce pays, on a longuement occulté le fait de mutualisation d'infrastructures. Je pense qu'il faut mutualiser les infrastructures. La mutualisation des infrastructures vous permet non seulement d'aller beaucoup plus vite, d'économiser de l'argent et en temps, mais aussi en termes de capex, enfin d'opex, c'est-à-dire tout ce qui est exploitation. Donc, si vous mutualisez les infrastructures, vous optimisez votre capex et votre opex, donc votre capital d'investissement et votre capital d'exploitation. Le seul tronçon qui a été déployé en aérien, c'est Conakry-Mamou. Pourquoi nous avons fait ce choix? Pour deux raisons. La première, c'est qu'on avait la possibilité aujourd'hui de le faire via les pylônes de Garafiri. La deuxième raison, si vous avez fait le tronçon Conakry-Mamou, je ne sais pas si vous avez vu comme un autre relief, il est tellement accidenté. Très accidenté, oui. Et donc, ouvrir des tranchées, exactement, ouvrir des tranchées à ces niveaux-là, c'est de prendre un risque de mettre en danger la sécurité des usagers et des riverains. On ne peut pas se permettre de faire cela. Donc, le ministère de l'Énergie a compris ce message et donc a travaillé de concert avec nous. Nous avons déployé ce tronçon en aérien. Encore une fois, parce que cette possibilité était là. Nous, on avait même voulu aussi déployer le long des rails, par exemple. Mais quand nous nous sommes rapprochés de la direction des voies ferrées, ils nous ont fait comprendre qu'il y a un projet en cours de réhabilitation des rails. Et on ne pourrait pas, dans ce cas, prendre un risque d'aller déployer de la fibre. On ne sait pas quelle direction prendrait et ça va être, le travail de réhabilitation va être pour quand encore? Exactement, etc. Donc, on n'a pas voulu prendre ce risque-là. Et donc, aussi, je parlais de mutualisation des infrastructures. Pourquoi? Normalement, quand on construit une route, on devrait prévoir comment on appelle l'implantation d'infrastructures souterraines. Ça peut être pour l'eau, pour l'électricité, comme pour les télécommunications. Donc, vous avez compris qu'aujourd'hui, nous utilisons les emprises des routes. Donc, nous déployons le long des routes. Mais pour répondre à votre question de façon explicite, Monsieur Camara, à certains, en fait, ça dépend de ce qu'on trouve sur le terrain. Conakry-Mamou, le meilleur choix, la meilleure solution, c'est le déploiement en aérien. J'ai dit pour deux raisons, ou voire trois même, parce que vous savez, Conakry-Mamou, c'est le tronçon le plus prioritaire. Plus de 70% du trafic national passe sur le tronçon Conakry-Mamou. C'est la géographie de la Guinée qui est comme ça. Et donc, vu le relief, nous avons déployé ce tronçon en aérien. Mais pour tous les autres tronçons, pour tous les autres axes, nous le déployons en enterré, donc de façon souterraine. Et bien sûr, on aurait voulu faire de l'aérien partout, mais aujourd'hui, on n'a pas Garafiri partout en Guinée. Si vous prenez Caleta, par exemple, sur les pylônes de Caleta, il y a déjà de la fibre optique qui est déployée. C'est-à-dire que aujourd'hui, tous les déploiements électriques modernes, ils prévoient déjà de la fibre optique. Ça, c'est pour leur communication interne. Garafiri date de, je crois, 1994 ou 98, donc ça date de longtemps. Il n'y avait pas de fibre. Mais tous les déploiements électriques modernes aujourd'hui prévoient le déploiement de la fibre optique. Vous étiez également victime d'actes de sabotage et vous êtes même passé ici. Qu'en est-il aujourd'hui exactement? Parce que le cas, il visait essentiellement Mamou, Dabola, mais aussi Ratoma et Dubreka. J'avoue que depuis que nous sommes passés dans votre studio pour communiquer, pour faire de la pédagogie, pour expliquer qu'en fait cette fibre optique, même si vous la déterrez, elle ne vous servira à rien, vous êtes simplement en train de faire du mal à votre pays, et que c'est un très gros investissement sur le BND et sur du FINEX, un financement extérieur, et que donc c'est un fardeau sur le dos de la progéniture, sur le dos des Guinéens, et que donc du coup on ne pouvait pas accepter qu'une frange de la population puisse faire du mal à tout un pays. Mais j'avoue, avec une proportion toute gardée, le message est passé. Depuis que nous sommes passés ici, nous n'avons pas connu d'acte de vandalisme.
Vous comprenez? Et sincèrement, je pense qu'il faut continuer à expliquer au peuple de Guinée que cette infrastructure qui est en train de se mettre en place, c'est pour tout le peuple de Guinée, ça n'appartient à personne. Et que par tous les moyens nécessaires, il faut que le pays se développe. Il faut que nous soyons au diapason des autres pays. Monsieur Camara, ce qui est terrible dans notre pays, c'est que on occulte aussi le développement économique. On parle plus de politique. C'est bien de parler de politique, mais à un moment, il faut faire une trêve et parler de développement. Investir aujourd'hui dans les TIC, investir dans les technologies de l'information et de la communication, c'est investir dans l'avenir, c'est investir dans le futur. Moi, je rappelle une phrase de Monsieur le Président de la République, où il dit que l'Afrique a raté les 3 premières révolutions et qu'il ne faut pas que nous rations la 4e révolution, qui est celle de l'économie numérique. Mais je crois que lui, il a compris que nous sommes dans un monde des TIC, que nous sommes dans une économie des TIC. Aucun développement n'est possible, Monsieur Camara, sans l'attrait des technologies de l'information et de la communication. Il y a même une étude sérieuse d'institutions sérieuses comme l'OCDE ou la Banque mondiale qui démontre clairement que pour chaque 10% d'investissement dans les TIC, il résulte 1 point de croissance du produit intérieur brut. Ça voudrait dire quoi? Nous pensons que les mines peuvent développer notre pays. Les mines ne développeront pas notre pays. On l'aurait su si les mines, depuis combien d'années on a exporté des milliards et des milliards de tonnes dans ce pays. Ça ne nous a jamais développé. Vous savez pourquoi? Parce que pour 2 raisons. La première raison, M. Camara, c'est que nous ne maîtrisons pas les prix de ces matières premières. Les cours, c'est discuté dans les marchés boursiers. Imaginez, prenez un exemple. Aujourd'hui, si le cours de la tonne de bauxite et à un niveau soutenu, un niveau élevé, donc on va exporter, on va avoir des devises, il y aura une croissance. Mais l'année prochaine, si elle s'écroule, comment on appelle, si ces cours s'écroulent, on n'aura pas de croissance, on sera en récession dans ce domaine-là. Un autre exemple. Parce que le fer aujourd'hui, exactement, on se demande bien à quoi le fer peut servir. Exactement. Vous prenez un autre exemple. Aujourd'hui, on peut couper nos arbres pour exporter du bois. Donc, on va exporter, il y aura des devises qui vont entrer, on va avoir une croissance. Mais monsieur Camara, l'année prochaine, il n'y aura plus d'arbres. L'arbre ne pousse pas en un an. Donc, vous serez en récession. Moi, je pense que notre développement passera par l'investissement dans les services, dans les TIC. Pourquoi? Parce que les TIC aujourd'hui, c'est un vecteur de croissance. Les TIC participent au développement économique et social du pays avec cette infrastructure de backbone national. Il y aura beaucoup d'applications qui peuvent entrer, qui peuvent être installées. Ça peut être e-éducation. Ça permettra aux étudiants de suivre des cours dans n'importe quelle université dans le monde. E-santé. Vous savez, dans nos campagnes, la médecine n'est pas aussi développée. Oui, j'ai vu même un documentaire au Mali où vous pouvez rester dans votre village. Absolument. Vous vous faites consulter par un médecin qui vit à Bamako. Absolument. D'ailleurs, celui qui a mis ce système en place, je le connais très bien. D'ailleurs, je me garde de dire des noms. Il vient souvent en Guinée et il est en train d'aider beaucoup la Guinée, ce monsieur. Donc, on peut faire de e-santé. E-taxe, e-douane. Moi, j'interpelle ici le directeur national des impôts. Il a fait des réformes. Un exploit avec le support du ministère du budget. Les vignettes via Orange Money. Mais moi, je veux qu'ils aient au-delà. Prenez la commune de Ratoma. Je pense que c'est la commune la plus riche où il y a les plus belles constructions de ce pays. Combien de gens payent les taxes d'habitation? Moi, je pense qu'il faut que les maisons, la plupart, sont payées en devises. Absolument. Moi, je veux qu'ils utilisent les TIC, justement, avec de la géolocalisation, par exemple, pour répertorier, avoir une base de données, n'est-ce pas, de l'habitat dans la commune de Ratoma, par exemple. À notre dernière formation avec la Direction nationale des douanes, des impôts, je vais dire, le problème qui a été aussi posé ou exprimé même par les formateurs, aujourd'hui, les impôts sur les habitations, quand on a parlé de le non-lotissement, accéder aujourd'hui à certaines constructions, à certaines habitations, c'est la croix et la bannière. Mais si on a par exemple la géolocalisation, la cartographie, elle est là. Ça existe, monsieur Camara, ça existe. Je vous prends l'exemple du backbone national. Le backbone national, c'est une infrastructure qui est géolocalisée. C'est-à-dire que si par exemple il y a extension de la route, si ma fibre est coupée, à la seconde près je suis informé.
Et à l'endroit précis. À l'endroit précis. La géolocalisation existe avec le SIG. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis des années. Donc, il faut de la volonté. Donc, moi, je pense qu'il faut utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour les e-tax, pour les e-douanes, pour e-immigration, pour e-achat, pour e-commerce, etc., etc. Donc, on peut faire de la géolocalisation. Si nous recouvrons, je veux dire, les taxes à hauteur de 50% seulement, 50%, de la commune de Ratouma. Pourquoi je prends la commune de Ratouma? Parce que j'habite dans la commune de Ratouma, n'est-ce pas? C'est une commune quand même IP. Absolument. 50% seulement aura permis à cette commune d'avoir des routes, d'avoir de l'eau potable, d'avoir de l'électricité, des écoles. Évidemment. Donc, pourquoi nous n'allons pas expérimenter ces choses-là? Et donc, je pense que la Direction nationale des impôts, M. Makissa, qui a engagé beaucoup de réformes avec, encore une fois, l'appui du ministère du Budget, nous entendrons et mettrons la technologie au service de, comment on appelle, de la gouvernance des villes. Voilà. Au service de la gouvernance des villes, vous avez parlé de plusieurs localités, mais la Guinée, c'est 33 préfectures. Est-ce que toutes ces préfectures sont concernées par ce projet, puisqu'on ne vous a pas entendu parler de l'Elouma, de Koubia, de Tougué, alors que c'est des zones très fortement enclavées? Ça, c'est une très bonne question, M. Condé. En fait, le backbone national à fibre optique de Guinée s'étend sur une distance de 4000 km. D'accord. Nous passerons sur les 33 préfectures, d'abord les 8 gouvernorats, les 33 préfectures et plus de 43 localités d'importance régionale du pays. Donc avec les dernières technologies de transmission à fibre optique, parce que comme vous savez aujourd'hui on ne fait pas mieux que la fibre, c'est-à-dire qu'on est en train de faire des soubresauts de pas mal d'étapes transitoires, on passe directement à l'étape supérieure, à l'étape de la fibre optique. Donc pour répondre à votre question, les 8 gouvernorats, les 33 préfectures et 43 localités d'importance régionale du pays seront desservies. Parce que comme ça, Sangareli ne sont pas des préfectures, ce ne sont pas des préfectures, mais c'est pour ça que j'ai dit localité d'importance régionale du pays. Vous savez, Kamsar, c'est pas une préfecture, mais Kamsar, c'est une préfecture. Voilà, exactement. Fria, c'est pareil, même Sangaredi. C'est pareil. Des zones minières. Exactement. Donc, nous passerons sur les 33 préfectures, les 8 gouvernorats et 43 localités d'importance régionale du pays. L'invité ce matin ici, dans ce studio, sur ce plateau, c'est bien Mami Diaby. Il est directeur général adjoint de la SOGEB, la société de gestion et d'exploitation du backbone national. Avec lui, nous sommes en train de revenir sur l'évolution des travaux d'installation de la fibre optique, les enjeux et les perspectives pour le pays. Mais une question aussi est présente souvent sur les sites, c'est le coût de réalisation de ce projet. On parle souvent de surfacturation, de détournement. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Non, mais ça c'est de la passion. Enfin, vous savez, c'est facile de banaliser. Non, je banalise pas. Je banalise pas. Mais c'est vrai que des fois, vous savez, nous sommes dans un pays quand même. Même pas. C'est que nous sommes dans un pays où, excusez-moi, hein, les gens sont formatés comme des clés USB. Ils reçoivent l'information telle qu'on leur donne, avec le respect que je dois à mes concitoyens. Mais nous sommes dans un pays qui est comme ça. Non, il n'y a pas de surfacturation. On ne peut pas parler de surfacturation sur un projet qui n'est pas arrivé à terme. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce projet, c'est un contrat cadre. Vous avez une enveloppe globale, il y a un BEQ global, on vous dit, vous allez exécuter le projet suivant cette enveloppe. Non, il n'y a pas de surfacturation dans ce projet. Ouais, mais vous êtes au courant, non, de ces accusations? Non, moi j'ai lu certains articles sur Internet, mais moi je me suis marré. Quand un journaliste... Vous savez, le journalisme, vous voyez, un métier noble que moi je respecte, le journaliste brandit des preuves. Moi je ne suis pas journaliste, mais je pense que c'est la règle de base des journalistes. Il faut brandir des preuves. Et aussi, il ne faut pas qu'il y ait une partie prise. Il faut recouper. Il faut recouper l'information. Moi je n'ai vu personne chez moi me poser des questions, j'aurais éclairé la lanterne, comme on appelle, de ces journalistes-là. Quand un journaliste écrit un article en disant que la fibre est vendue le mètre à 2000 € à la Guinée, moi je lui dis, alors que je ne sais pas d'où il tient cette information, il est vendu à 2 $, à 1,98 même. Okay. Donc à moins de 2 $. Donc déjà, il peut venir se fournir chez nos fournisseurs et économiser 8 $. Ou quand le journaliste écrit qu'un simple chef de projet est payé à 12 millions de $.
Je veux dire, M. Condé, moi je veux que vous m'épargniez. L'enveloppe totale fait combien alors? De 138 millions de dollars. Moi je veux que vous m'épargniez de ces... Franchement, non, parce que alors, en fait mais c'est important quand même. Non, ne pas vous poser, c'est comme si... Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et surtout, ne pas communiquer, ça laisse place à de la spéculation, à de la passion. Ouais. En fait, M. Condé, la fibre optique coûte excessivement cher. Oui, on pouvait déployer cette infrastructure avec une enveloppe moindre. Faites un peu de benchmarking dans la sous-région. C'est quoi le benchmarking? Le benchmarking, en fait, c'est d'aller voir ce qui se passe ailleurs, comparer, comparer, l'exporter chez nous et l'adapter aux réalités de chez nous, parce qu'il y a une disparité. Dans tous les pays africains aujourd'hui, on parle de cette fibre optique, exactement. On parle de backbone. Hein? Allez voir, vous verrez que le backbone guinéen n'est pas surfacturé. Vous verrez que le backbone guinéen, la capacité que nous offrons en Guinée est supérieure à ce que offre dans les autres pays. Et surtout, la Guinée est le premier pays de la sous-région où dans sa première phase, nous déployons l'infrastructure avec 4000 km. Vous savez, le Sénégal a commencé avec combien? Avec 800 km. Oui, la Côte d'Ivoire a commencé... Dans le débat, la dernière fois, on en parlait, la fiabilité de la connexion dans la sous-région. Le coût même. Hein. Voilà. En tout cas, moi, à Bamako... La connexion, tu peux trouver que c'est bien, mais quand vous voulez naviguer, c'est très compliqué, c'est très lent. Il m'a dit la même chose. L'expérience que moi j'ai eue à Abidjan, c'est que vous changez de commune, votre passe de la commune d'Adjamé par exemple n'est pas consommable à Riviera. C'est compliqué. C'est pas normal. Pourquoi? D'ailleurs, vous parlez d'interconnexion sous-régionale. Vous savez que cette infrastructure permettra aussi une interconnexion sous-régionale. Vous savez, c'est d'ailleurs le sujet de la Guinée dans Smart Africa, qui est l'interconnexion des pays. La Guinée, c'est le seul pays de l'Afrique de l'Ouest qui a 6 frontières dans la CEDEAO. C'est le seul pays. Donc la Guinée sera un hub technologique. Notre ambition, ce que nous ambitionnons, et nous avons les moyens de ces ambitions-là, c'est que la Guinée soit un hub. Est-ce que vous avez le soutien politique aussi? Oui, le soutien politique est là. Monsieur Condé, vous savez, nous avons la chance d'avoir un gouvernement entre guillemets éclairé, qui pense déployer une infrastructure de ce genre. Le câble sous-marin devrait atterrir en Guinée depuis 1975. Moi, je n'étais pas encore né. Quand on a dit au président Sékou Touré que des milliers de gens pourront faire des communications téléphoniques, il a mis le pied dessus. Ils ont menti, oui je dis menti, au président général Conté, en lui disant que c'est que... Enfin, si cette infrastructure est là, les Blancs vont vous espionner. Le président Alpha Condé arrive. Investissement de 238 millions de dollars pour mettre en place une infrastructure de transport à fibre optique. Parce que lui, il a compris, quand il dit qu'on a raté les 3 premières révolutions, donc pour ne pas rater la 4e révolution, il faut qu'on ait la base, il faut qu'on ait le socle, il faut qu'on ait l'infrastructure. On peut parler de e-éducation, de e-santé, de e-taxe, douane, tout ce qu'on veut. S'il n'y a pas l'infrastructure de transport, nous ne nous en sortirons pas. Donc oui, on a commencé d'abord par le cadre réglementaire. Il y a des lois qui ont été votées à l'Assemblée nationale sur la cybercriminalité, comme on appelle la protection des données à caractère personnel. L'enregistrement des numéros. Exactement. Le ministre Mami Diaby a été vraiment très très bien sur ce sujet, avec le soutien du gouvernement et de son excellence, Monsieur le Président de la République. Donc, moi je pense que le pays est en mouvement, sincèrement. Et nous sommes dans une bonne dynamique. Continuons dans cette dynamique. Nous sommes dans une bonne lancée. On parle de 20 milliards qui est obtenu de dollars du côté de la Chine. Mais moi déjà je vois comment on appelle agissements. Non, les gens s'agitent. Oui, des agissements. Dans la cité. Et alors que le gouvernement, la délégation n'est même pas encore de retour. Oui, mais c'est de bonne guerre. Aujourd'hui, la communication, elle est à portée de main. Oui, monsieur Condé, vous savez, à partir de Beijing, on peut communiquer largement sur le mécanisme d'obtention de cette aide. Certainement. Moi, je vous parle en tant que Guinéen, simple. Je ne vous parle pas en tant que porte-parole du gouvernement ou membre de la cellule de communication du gouvernement. Donc je pense d'ailleurs que le gouvernement fera de la pédagogie une bonne, comment on appelle, explication de tout ça. Mais quand on dit qu'on a obtenu 20 milliards en 20 ans
pour, comment on appelle, le développement des infrastructures dans notre pays, dont 3 milliards est décaissable maintenant. 3 milliards, vous savez combien ça représente? Ça représente à peu près la moitié du PIB guinéen. Je ne sais pas si vous voyez l'ampleur de la chose. Donc, en tant que Guinéen, quand moi j'étais devant mon petit écran, j'ai entendu cette annonce de 20 milliards qui auraient été obtenus du côté de la Chine avec la coopération chino-guinéenne. J'avoue que j'ai applaudi tout de suite. Maintenant, j'entends ceux-là aussi qui disent « Oui, mais nous l'avons obtenu dans quelles conditions, comment nous allons rembourser, etc. etc. » Moi, je les entends, ces gens-là. Mais je dis avant tout, je suis content parce que c'est la Guinée qui gagne. Et ça, c'est une victoire diplomatique. Ouais, mais il faut bien qu'on sache, peut-être qu'on va pas aller sur ce terrain, mais il faut bien qu'on sache quel impact ça peut avoir sur notre économie, mais aussi comment les générations futures pourront faire face à cette dette, quels vont être les mécanismes d'exploitation de nos mines, est-ce que ça va être au-delà de ce qui a été déboursé. Il faut bien qu'une explication bien détaillée soit donnée. Non, c'est ce que je vous dis, moi je ne me lance pas sur ce terrain, c'est ce que je dis, je parle en tant que Guinéen, je ne vous parle pas en tant que porte-parole du gouvernement, je pense qu'au retour... Il faut s'en réjouir simplement. Non, et aller au-delà, parce qu'en fait ce que moi j'ai compris, j'ai écouté monsieur Kassouri Fofana. En fait, c'est pour le développement des infrastructures dans notre pays. Je disais tout à l'heure, monsieur Camara, que les mines seules ne peuvent pas développer notre pays. C'est pas possible. Vous savez, quand vous investissez dans les infrastructures, vous créez de la richesse, vous créez de l'emploi. Ce sont des emplois pérennes, ce sont des emplois fixes. Quand vous misez que sur les mines, regardez l'Angola. Quand il y a eu le cours du pétrole, de l'or noir s'est écroulé, ce pays, la monnaie a été dévaluée. Donc, pour éviter ce genre de choses dans notre pays, il faut diversifier nos investissements. Même des pays du Golfe, le Qatar, diversifie des investissements aujourd'hui en achetant des clubs en Europe, comment on appelle, investir dans l'immobilier à Londres, etc., etc. Donc, il faut diversifier. Et donc, moi, j'ai entendu infrastructure. Et donc, l'infrastructure, comme on appelle l'extension de l'autoroute jusqu'à Mamou, l'électricité jusqu'à Cancan, etc., etc. Sincèrement, moi je parle ici en tant que Guinéen. Je pense qu'il faut se réjouir de telles annonces parce qu'au final, nous parlons de 20 ans. Et je suis sûr que ce gouvernement sera responsable pour mettre les firewalls, les pare-feux, pour recadrer l'utilisation de ces montants. On attend bien de voir cela sur le terrain. Et même le ministre d'Antique est là-bas, Moustapha Mohamed Diaby, est-ce que vous êtes au courant quand même que lui-même, il doit signer des contrats avec les Chinois pour révolutionner le département davantage? Parce qu'aujourd'hui, les vidéos, les caméras de surveillance avec cette insécurité, on en parlait tout à l'heure du côté de Madina, est-ce que tout cela va aider à faire avancer le pays? Oui, c'est vrai que le ministre, M. Moustapha Mohamed Diaby, fait partie de la délégation. C'est vrai qu'en fait... vous savez, je parlais de l'Alliance Smart Africa. Allez-y. En fait, l'Alliance Smart Africa, c'est un engagement audacieux et novateur des chefs d'État et de gouvernement africains qui vise en fait à accélérer le développement socio-économique durable sur le continent et donc engager l'Afrique en fait sur la voie de l'économie du savoir. Monsieur Condé, vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui, avec cette mondialisation, cette globalisation, dans l'économie mondiale donc d'aujourd'hui, la croissance et le bien-être sont largement tributaires de la capacité des nations à pouvoir fonder leur développement économique et social sur le savoir. Donc, Smart Africa s'inscrit dans cette logique-là. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire de l'Afrique un marché commun digital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque pays est en train de déployer son propre backbone. C'est bien, mais après, il faut passer, comme on appelle, à la sous-région, à l'interconnectivité sous-régionale, et après, toute l'Afrique en un seul marché commun digital. Le ministre Moustapha Mohamed fait partie de la délégation parce que les technologies de l'information sera au centre aussi des investissements chinois. La Chine prévoit sur 10 ans un investissement de 300 milliards dans l'éthique pour l'Afrique. 300 milliards. Il faut bien que la Guinée puisse monter des dossiers pour profiter. Et donc, nous parlerons de Smart Guinée. C'est quoi Smart Guinée? Smart, c'est l'intelligence. Guinée intelligente.
Aujourd'hui, nous avons commencé Smart Guinée. Certains diront que c'est de l'utopie, les gros mots, etc., etc. Mais ça a commencé Smart Guinée. Smart Guinée, c'est Save City, c'est-à-dire c'est des villes sécurisées. Nous l'avons commencé. Nous avons déployé des caméras de surveillance un peu partout sur les autos, comme on appelle sur les grands carrefours de Conakry. Aussi, Smart Guinée, c'est quoi? C'est regardez nos villes. Ils sont en train de croître, ils sont en train de se peupler à croissance exponentielle. Ouais. Et quand vous regardez le PIB d'un pays, 70% sont générés par les villes. Donc ceci pose un certain défi, en tout cas un challenge pour, comment on appelle, les États dans la gouvernance des villes, dans l'écologie environnementale, dans les industries, etc., etc. Donc il faut intensifier notre investissement dans la création des villes intelligentes. Une ville intelligente, ça peut être la régulation des routes. Regardez les bouchons qu'il y a à Conakry. À Abidjan, ça existe déjà. Il y a des applications qui vous permettent de vous dire, Monsieur Condé, sur l'autoroute Fidel Castro, il y a un accident, c'est embouteillé, vous pouvez passer sur la corniche, vous pouvez prendre, comment on appelle, la route de Prince, etc., etc. Ça, c'est des villes intelligentes. C'est pas utopique, c'est faisable. Mais tout ça ne peut être fait que quand il y a une infrastructure de transport à fibre optique pour fluidifier le trafic. Nous allons déployer des caméras de reconnaissance faciale. Tout ça, c'est des projets Parce qu'à Ouagadougou, par exemple, les mesures sécuritaires sont lancées sur la route Kwame Nkrumah qui a été touchée par les attentats, le Vigipirate. Exactement, le plan Vigipirate. Le plan Vigipirate. Exactement. Donc c'est un petit peu ça. Vous savez, aujourd'hui, l'Afrique n'est pas à l'abri du terrorisme. Ouais. Ça, c'est... Quand la case de ton voisin brûle, il faut amener de l'eau. Ouais. Il ne faut pas être là et croiser les doigts. Ça peut frapper n'importe qui. D'ailleurs, ça frappe les pays les plus puissants au monde, les plus puissants. Il n'y a pas un pays plus puissant que les États-Unis. C'est une véritable guerre asymétrique. Exactement. Mais le problème aujourd'hui, c'est que la vision présidentielle, la vision globale, elle est immense, elle est vraiment novatrice. Mais c'est en Guinée, on peut voir par exemple un préfet qui n'a pas une adresse mail. Non, moi je crois pas. Je pense que les préfets ont des adresses mail. C'est bien possible. J'en ai rencontré. Encore moins sous-préfet. Non, moi j'y crois pas. Non, moi j'y crois pas. Alors que les administrateurs territoriaux qui n'a pas... Non, pour les préfets... Non, moi j'y crois pas à ça. Parce que vous savez, Android, dans le déploiement... Non, vous savez, dans le déploiement de la fibre, moi j'en ai rencontré plusieurs préfets et on a beaucoup discuté. C'est vrai qu'il y en a dans certaines villes où... Non, l'infrastructure n'est pas là. Mais je pense qu'ils ont des adresses mail. En tout cas, j'ai eu à discuter. Non, mais sincèrement, je vous jure que j'ai eu à discuter avec pas mal d'eux. Il faut que la question soit remontée à Bourima Condé. Oui. Comment il échange avec ses administrateurs territoriaux. Par téléphone. Est-ce qu'il y a un mailing group? Par téléphone. Est-ce qu'il y a un mailing group? C'est important. Oui, mais tout n'est quand même pas rose à travers ce backbone national. Quand il sera opérationnel, il y a aussi le côté sordide. À quoi peut-on s'attendre comme élément négatif? Élément négatif? Non, pourquoi vous allez chercher... La mauvaise utilisation. Vous avez parlé tout à l'heure de la cybercriminalité, parce que autant on utilise quelque chose à bon escient, autant d'autres l'utilisent à mauvais escient. Je comprends la question. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, vous savez que le cyberespace est devenu un véritable danger. Par contre, vous savez, au ministère des Postes et Télécommunications, ils ont mis en place les CERT. Vous voyez, pour faire la veille, comment on appelle, technologie, et surtout pour la sécurité informatique. Toute révolution a des conséquences, surtout. Maintenant, il faut circonscrire cela. Il faut regarder l'avantage que nous apportent ces nouvelles technologies-là aujourd'hui. Bien sûr, il y a des travers. Évidemment, on n'est à l'abri de rien, des pirates, des hackers, etc., etc. Et je pense que nous avons été encore une fois avant-gardistes là-dessus. Vous savez, vous pouvez mettre tous les systèmes en place. Il faut commencer d'abord par le cadre légal. Il y a une loi qui est là, et cette loi sera appliquée, qui est réglementée, et cette loi sera appliquée. Et donc, le ministre Moustapha Mamiyabi
a dans son département mis en place des CERT qui permettront de faire tout ce qui est, comment on appelle, surveillance informatique. Avant d'aller avec les auditeurs qui déjà commencent à appeler, quand on dit ville intelligente, pour beaucoup, c'est des villes qui sont habitées par les intelligents. Ville intelligente, c'est des villes qui permettent, dont justement, certainement il y a des gens intelligents. Non, c'est des villes, comme vous dites, où il y a des intelligents et qui permet de rendre encore plus les gens intelligents. D'accord. Parce qu'appuyé par la technologie. Voilà. On va aller avec les auditeurs. 666 99 99 30, 666 99 99 31. Mami Diaby est le directeur général adjoint de la SOGEB, la Société de gestion et d'exploitation du backbone national. Le premier, c'est bien Dabo Mamadi. Mamadi Dabo, bonjour. Oui, bonjour et bonjour à votre invité. Nous vous demandons d'inviter souvent parce que tout ce que ce monsieur est en train de dire est clair et net et c'est dans l'avenir de ce pays. Mais quand cela nous tient, je voudrais lui poser une certaine question. La première question, c'est par rapport à, après le projet, en termes de recettes, combien d'États Dabo, oui. Est-ce que vous n'avez pas le poste récepteur qui est allumé à côté? Oui. Éteignez-la, s'il vous plaît. Et je vais dire. C'est bon? Oui, allez-y. Voilà, en termes de recettes, comme on a parlé le coût d'investissement qui s'élève à près de 300 millions de dollars, à la fin de ce projet, qu'est-ce que l'État va gagner en termes de recettes financières? Par rapport à l'emploi, le projet a employé combien de jeunes et comment ces jeunes-là ont été, le recrutement, ça s'est déroulé. Ensuite, après le projet, la phase d'exploitation, de gestion du projet, est-ce qu'il y a un recrutement qui est prévu ou bien c'est le même groupe qui est recruté maintenant qui va continuer la gestion du projet? D'accord. Ce sont ces questions que je voudrais poser à votre invité. Franchement, je le félicite pour la pertinence de son débat. Merci, Dabo Mamadi. Diallo Mamadou Siradio. Siradio, bonjour. Bonjour Dad Mohamed Kamara, bonjour M. Abakar Kondé. J'ai pris le bon Dieu pour que vous gardiez longtemps pour servir la Guinée et les Guinéens. Moi, je ne cesserai jamais de vous féliciter, malgré que hier Abakar Kondé a dit de ne pas vous féliciter. Je devais vous féliciter parce que ce que vous êtes en train de faire pour notre pays, c'est des choses salutaires. Moi, je voudrais remercier votre invité, Monsieur Moustapha Mami Diaby. Non, Mami Diaby, c'est pas Moustapha Mami Diaby. Ok, Monsieur Mami Diaby, j'ai écouté le débat avec attention. Vraiment, je suis très fier de lui. Mais c'est clair, il ne faut pas qu'il essaie de donner raison à Fakonde, sinon le peuple de Guinée va avoir peur de lui. Non, écoutez, c'est une vérité que je suis en train de... Même si l'initiative est de Alpha Condé, eux, ils sont là pour mettre en œuvre. Ils sont les ouvriers, ils mettent en œuvre l'initiative. Oui, j'ai dit... Il ne faut pas qu'il donne raison sur Alpha Condé sur l'antenne, sinon on va avoir peur de lui. Parce qu'Alpha Condé, il continue de parler de l'énergie numérique. Mais c'est clair, nous on a envie maintenant de voir des actes concrets sur le terrain. En ce qui concerne l'Assemblée nationale, M. Abakar Condé, croyez-moi en tant que fidèle auditeur de Chérie FM, en tant qu'on n'a pas une assemblée patriote, on ne va pas sortir de l'honneur. Comment vous trouvez le fait que... le président du groupe parlementaire, les libéraux démocrates, Fodé Oussou, ne décroche jamais pour donner des explications, Monsieur Diallo? Vous savez, moi j'ai eu la chance de causer avec Fodé Oussou. Il m'a dit réellement que lui, selon lui, il n'y a pas de journalistes en Guinée parce que les journalistes posent les mêmes questions pendant une année. Donc lui, il ne va plus aller dans les médias parce que selon lui, il n'y a pas les journalistes en République de Guinée. Mais ça n'engage lui, il doit donner son point de vue dans des questions données parce que ce n'est pas Fodé Oussou en personne qui nous intéresse. Même si lui-même... Voilà, justement, c'est Fodé Oussou. Voilà, même si lui-même, il n'a pas évolué depuis 2010. Oui, je dis, nous, c'est Fodé Oussou en tant que président des libéraux démocrates qui justement, c'est là, nous, notre importance, c'est sa fonction et non lui, personne physique. Hein? Oui, c'est ça. Donc, je vous félicite et je vous encourage de vraiment une fois. Merci. Kalo Ibrahim aussi est en direct. Monsieur Kalo, bonjour. Bonjour mes frères, bonjour à votre invité. Je le félicite, je l'encourage. Il fait la fierté de la jeunesse guinéenne.
il explique exactement ce qu'il connaît. Là où on l'a mis, il maîtrise effectivement là-bas. Il maîtrise. Chaque fois que je l'écoute, j'apprends beaucoup de choses. Parce qu'il ne passe pas à côté, il ne fait pas flatterie à quelqu'un. Il dit exactement ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain. Il parle technique. L'avantage et les désavantages de ce qu'ils sont en train de faire. Ça, félicité, c'est les jeunes comme ça, on a besoin dans ce pays. C'est pas pour le flatter parce qu'il est à la radio là-bas, je ne le connais même pas. Mais ce qu'il a fait ce matin, il a encore montré une fois de plus qu'il maîtrise ce qu'il a appris. Il connaît son domaine. Il connaît très bien son domaine et aussi, lui qui l'a mis là-bas, il n'a pas mis là-bas pour le rien. Donc je l'encourage de continuer. Merci. Merci à Kalo. Souma Ibrahima Sori, Monsieur Souma, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste d'investigation, M. Kala et M. Kondé. Vraiment, je remercie votre invité du jour. Je le félicite, je le congratule par rapport à la pertinence de son débat. Je pense que c'est quelqu'un qui maîtrise vraiment son sujet. Parce que moi, j'avais beaucoup de réserves vis-à-vis de ce projet. Mais aujourd'hui, je pense que les défis sont levés. Et puis, mes réserves encore sont parties. Vraiment, je suis très content de lui. Et j'ai compris l'état d'avancement de ce projet. Maintenant, mais qu'à cela me tienne, ma question est de savoir quelle est la date, disons, d'expiration de ce projet, c'est-à-dire quand le projet prendra fin pour la jeunesse guinéenne. En plus, vraiment, je suis avec les villes intelligentes, c'est-à-dire les villes de connexion. Ce projet-là va nous permettre de l'avoir dans notre pays. Et sur ce, je remercie beaucoup l'initiateur qui est le président de la République de Guinée. Et passer une excellente journée, message d'investigation. Souma Ibrahima Sori de Dabondi, merci d'être passé dans cette émission. Avant qu'on ait le prochain invité, puisque Dabo a posé plusieurs questions. Oui, après le projet, les recettes, voilà, Monsieur Diaby. Merci beaucoup. Je pense que c'est une très bonne question. Donc, déjà, il a parlé de deux choses. Il a dit après le projet, les recettes, les emplois, etc., etc. Ouais. Je pense que M. Dabo pose une question existentielle. Le coût du projet, c'est 238 millions de dollars, financé à hauteur de 10% sur le BND, le budget national de développement, et 90% qui est du FINEX, financement extérieur. Quand on dit de ne pas parler du président de la République, je suis désolé, il faut parler du président de la République. Parce que ce projet, nous l'avons obtenu avec son leadership, avec la diplomatie qu'il amène à l'international. Il faut le dire. Et il faut être fier de nos présidents. Moi, quand je vois en France tous les présidents français qui se sont succédés, à un moment, ils se font des VRP pour aller vendre les Rafales français, pour aller vendre des Airbus français, pour aller vendre des TGV français. Et d'ailleurs, c'est un indicateur en France pour jauger la capacité du président à apporter, à apporter de l'argent dans les caisses de l'État, à exporter. Et c'est peut-être pas les mêmes indicateurs chez nous. On a fait Hollande avec le Boeing français. Évidemment, tout dernièrement, M. Macron était en Suisse en tant que VRP de luxe pour l'organisation des Jeux Olympiques 2024 pour Paris. Donc, les présidents sont là pour apporter quelque chose à leur pays. Donc, tout ce que nous sommes en train de parler ici, je suis désolé, c'est grâce au leadership de Monsieur le Président de la République. Donc, pour revenir à la question de Monsieur Dabo, sur les recettes, en fait, sur l'emploi déjà, comment se passe aujourd'hui? C'est un projet qui se passe en deux phases. Il y a une phase de réalisation et il y a une phase de gestion et d'exploitation. Dans sa phase de réalisation, nous avons créé des emplois directs et des emplois indirects dans les travaux de génie civil. C'est quoi les travaux de génie civil? Parce que moi, j'aime aller au fond des choses. Les travaux de génie civil, c'est d'ouvrir les tranchées, mettre les câbles, déblayer, compacter. Mais vu que nous voulons aller beaucoup plus vite et nous voulons employer des gens, qu'est-ce qu'on a fait? On a été très intelligent là-dessus. On a fait un compromis entre efficacité et création d'emplois et rapidité. N'est-ce pas? Donc efficacité et création d'emplois. C'est-à-dire que dans les zones rurales, en race campagne, nous déployons la fibre avec les machines.
C'est-à-dire, il y a les machines qui ouvrent les tranchées et qui mettent les câbles en même temps. Okay. Et il y a de la main-d'œuvre derrière qui déblaye, qui compacte. Dans les zones urbaines, dans les villes, nous faisons l'ouverture des tranchées par la main. Donc, qu'est-ce qu'on a dit aux sous-traitants? Parce qu'il faut comprendre, ce projet, c'est un projet clé en main. Ce n'est pas nous, la SOGEB, qui choisissons les sous-traitants. Ce n'est pas nous, la SOGEB, qui choisissons la main-d'œuvre. En fait, c'est un contrat clé en main. C'est un turnkey en anglais. N'est-ce pas? Il y a un prestataire qui a l'exclusivité qui s'appelle Huawei, donc qui est une société chinoise. Nous, en tant qu'État, nous leur avons dit juste une chose. Parce que, M. Camara, au final, ceux qui viennent chez nous, ils ne viennent pas pour nous aider, ils viennent pour faire des affaires. Bien sûr. Et il faut que nous venons devant ces gens-là de façon assumée, en assumant nos positions, en leur disant nous avons des défis, nous avons des challenges. Ce qu'on veut, c'est avoir une prospérité économique à long terme pour nos PME locales. Ce qu'on veut, c'est d'employer les gens. Donc on a dit à ces sous-traitants, partout où vous vous rendrez, dans toutes les préfectures, dans toutes les sous-préfectures, dans tous les districts, il faut rencontrer les autorités locales. On a demandé aux autorités locales de mettre à la disposition des sous-traitants une liste potentielle de jeunes qui veulent travailler pour les engager sur les chantiers. Mais monsieur Dabo, en termes d'emploi, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une simulation pour voir en quelque sorte sur 1 kilomètre combien d'emplois pourraient être créés. Donc sur les 4000 kilomètres, la simulation, on a entré des inputs, on a eu un output de création de plus de 3500 emplois sur toute l'étendue du territoire national. Et ça, c'est réel. C'est vérifiable sur le terrain. Donc ça, c'est en termes d'emploi. En termes de recettes, aujourd'hui, nous avons mis en place un business model, un modèle économique et un business plan. Nous avons nos catalogues de services. Nous avons les catalogues de prix. C'est-à-dire que si vous achetez 1 kilobit, 1 mégabit, 1 gigabit, nous savons aujourd'hui le prix auquel on vendra aux opérateurs. Donc, je ne peux pas dévoiler à la radio la stratégie, comme on appelle marketing, etc. Mais ça, c'est des choses qui sont ouvertes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, je disais, c'est un financement de 238 millions de dollars qui sera remboursé sur, comment on appelle, nous avons 9 années de grâce. D'accord? À partir de la 11e année, on commence à rembourser ce prêt. Donc ça nous permettra de renflouer les caisses de l'État. Et d'ailleurs, on est prêt aujourd'hui. Les opérateurs n'attendent que cette infrastructure, la fin du projet. Pas la fin du projet. En tout cas, comme je disais, on commence à exploiter maintenant. Il y a des tronçons qui sont prêts. 90% de ces tronçons sont prêts. Enfin, 90% de la capacité, la demande capacité du pays peut être résorbée aujourd'hui. Donc, Monsieur Dabo, soyez-en rassurés, nous créons de l'emploi. Donc ça, c'est la phase de réalisation. Maintenant, dans la phase de gestion et d'exploitation, il a posé la question de comment se feront les recrutements, etc. etc. Je veux vraiment que vous me laissiez le temps de m'élargir sur ces sujets-là parce que c'est des sujets essentiels. C'est l'idéal que défend son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est-à-dire que investir, c'est ce qu'il veut, c'est créer la richesse, mais où? Localement. Monsieur Camara, si vous ne créez pas la richesse localement, vous ne pourrez jamais la partager localement. Parce que moi, je suis un social-démocrate progressiste qui pense qu'une richesse qui est créée au sein d'une entreprise devrait être redistribuée au sein de l'entreprise. Mais si nous ne donnons pas la chance à nos PME locales, n'est-ce pas, d'avoir une prospérité économique à long terme, afin que, n'est-ce pas, ils puissent payer les taxes et impôts. Vous savez qu'en Guinée, il y a des entreprises privées qui sont exemptées de taxes, etc., etc. Donc, il faut que nous aidions nos PME locales. Le recrutement se fera comment pendant la phase d'exploitation? C'est simple. Il y a des emplois pour des ingénieurs, il y aura du gardiennage, il y aura de la maintenance, etc., etc. Donc, les chauffeurs, etc., etc., il y aura un appel à candidature. C'est ce que la loi nous impose, n'est-ce pas? Et il y aura, pour les ingénieurs par exemple, des job descriptions, une description des profils recherchés. Nous passerons soit par un cabinet qui mettra à notre disposition des ingénieurs, mais on ne laissera pas le cabinet recruter pour nous. C'est-à-dire que le cabinet fait ce que j'appellerais une présélection. C'est-à-dire pour chaque poste, on nous envoie 3 personnes par exemple. Et nous faisons des interviews avec ces personnes-là et nous choisissons le mieux à même, enfin meilleur de façon, parce que meilleur ça dépend sur, en tout cas qui répond le mieux, voilà, à la demande de la société. Et puis, enfin, etc., etc. Donc, je pense que c'est une chance pour la Guinée
les nouvelles technologies. Là, nous créons des emplois qui vont durer, monsieur Camara. C'est pas les mines. Les mines, c'est bien, mais ça peut pas nous développer. Et donc, nous créons des emplois qui vont rester. Ce sont des emplois pérennes. Vous savez, cette infrastructure de backbone, elle durera pendant 50 ans minimum. Donc, pendant 50 ans, un demi-siècle, pendant 50 ans, au moins, on a des emplois fixes. Voilà, la radio, la télé, c'est l'heure. Je crois que ça ne peut être que le mot de la fin. Merci donc, monsieur Diaby, d'être passé dans cette émission. Merci Daouda Mohamed Kamara pour la co-animation. Merci également à la technique Kanda Oumar Kamara, Kanda Al-Bouhari Sankon. Côté Radio Chéri FM, Sékou Touré Alassane Diallo, côté télévision. Ce n'est donc terminé. La rediffusion, c'est à 22h05 sur Chéri FM, la 104.1 ou 22h15 sur Africa Touré Télévision ou encore aller sur notre site www.tamtamguinée.com pour regarder l'intégralité de la vidéo. Pour compte de cette émission, ça n'est donc terminé pour la semaine. On se reprendra la semaine prochaine, mais demain, samedi, on sera là à 14h au compte de l'autre émission que vous aimez appeler affectueusement Œil libre des médias. Un autre rendez-vous à nous manquer sous aucun prétexte. Encore une fois, merci de l'attention et portez-vous bien. La tribune de l'Actu Plus, c'était avec l'équipe de la rédaction. Du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée, la tribune de l'actualité plus. Comprendre, décrypter, analyser et commenter l'actualité sociopolitique, économique et culturelle en Guinée. Piloté par l'équipe de la rédaction du groupe SGI Média et les consultants, c'est le rendez-vous phare pour éclairer votre lecture de l'info. La tribune de l'actualité plus, du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. Toute la programmation.